Bonjour à tous. On est très content avec Gontran et toutes les équipes d'avoir un public aussi nombreux et aussi enthousiaste. Et donc la journée continue avec un très beau panel cet après-midi, puisque j'ai l'honneur d'accueillir des fondateurs et un des premiers employés de DataIQ qui a rejoint récemment aussi une belle pépite de l'IA générative, la directrice générale de France Digital, donc un très beau panel. Donc moi de mon côté, je suis Chief AI Officer du groupe OnePunch. Je connais pas mal les enjeux de la French Tech parce qu'auparavant j'étais directeur de cabinet du secrétaire d'État au numérique qui était à l'époque Mounir Majoubi, donc il y a quelques années. Et puis OnePoint est intrinsèquement connecté à la French Tech. On est un acteur important français, on fait de la tech et on développe notre propre presque start-up interne que j'évoquerai tout à l'heure. Mais je vais d'abord peut-être laisser présenter nos invités. Je vais commencer par Maya. Donc Maya, toi tu diriges France Digital, je crois qu'il est la plus grosse association de start-up d'Europe avec des VC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur France Digital et tes fonctions? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, France Digital, c'est une association indépendante qui a été créée il y a 12 ans par des entrepreneurs et investisseurs français pour porter la voix de l'écosystème de start-up français, vulgariser ce qu'est le capital risque et permettre l'émergence de champions de l'innovation au niveau européen. Donc aujourd'hui, c'est un réseau de plus de 2000 adhérents, donc 2000 entreprises et fonds d'investissement. Nous, notre rôle vraiment au quotidien, c'est de défendre les intérêts des 13 000 start-up françaises en lien avec les autres écosystèmes européens pour essayer de réfléchir à quels sont les principaux freins et qu'est-ce qu'on peut mettre en place collectivement pour permettre l'émergence de belles entreprises, dans l'IA notamment. Merci. Ensuite, peut-être Laurent. Donc Laurent, toi, tu es cofondateur et co-CEO, je crois, d'une belle pépite d'IA générative, qui est un des pionniers français des Large Language Models. Oui, exactement. Donc je suis, merci pour l'invitation. Je suis Laurent Daudet, directeur général et cofondateur de Lighton. Et nous, effectivement, on est sur cette technologie des Large Language Models, un peu en alternative à ChatGPT, mais une alternative souveraine et secure by design. L'idée, c'est que on va d'une part développer des modèles from scratch. On a développé, la dernière fois que j'ai compté, je crois, une quinzaine de LLM dans des langues spécialisées ou pour des besoins clients particuliers ou pour nos propres besoins. Donc ça, c'est notre première partie d'activité, vraiment développer toute la technologie des LLM de la constitution de la base de données jusqu'à l'entraînement distribué sur des milliers des supercalculateurs, etc. La deuxième partie de notre activité, c'est déployer une plateforme qu'on appelle Paradigm, qui est tout l'environnement software pour gérer tout le cycle de vie des LLM en entreprise. Et la grosse particularité, c'est qu'on va les installer on-premise sur les serveurs de nos clients, ce qui fait que c'est effectivement d'une part private by design, parce qu'il n'y a aucune donnée qui va sortir de l'infra de nos clients, tout se fait en local, et par ailleurs c'est beaucoup plus personnalisé sur les use cases, sur les données du client, voilà, principalement ça. Et je crois que tu as une autre casquette, puisque tu es également auteur. Je crois que c'est le premier roman graphique sur l'intelligence artificielle générative. Ah oui, effectivement, oui. À mes heures perdues, je suis aussi auteur de BD. Je me suis associé avec un dessinateur indien pour faire une BD qui s'appelle Dream Machine, qui est sortie à l'automne dernier aux éditions Flammarion. Et c'est la première, effectivement, premier roman graphique sur l'IA générative qui sort maintenant en Inde, en Allemagne, aux États-Unis. Excellent. Alors, une autre belle start-up qui s'appelle Giscard AI. Alex, on devait avoir le CEO Alex Combesi, mais il y a une grosse actualité en ce moment sur Giscard. Donc, on a l'honneur d'avoir un autre Alex Landau. Et toi, tu as la particularité d'avoir rejoint tes propres équipes, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce que fait Giscard ? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Giscard. Merci. Désolé.
Donc Giscard, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, en fait, on est un outil open source spécialisé donc en machine learning dans la qualité, dans le test de la qualité des modèles. Donc on va tester aussi bien du machine learning classique, donc tabulaire, que des LLM, selon plusieurs aspects qui vont être à la fois la qualité, donc en termes de performance pure, les biais, donc l'analyse des biais éthiques, et en plus de ça, un volet cybersécurité, où là on va tester vraiment, essayer de trouver des vulnérabilités dans les modèles de machine learning, sachant que le risque cybersécurité a été vraiment énormément augmenté avec l'apparition des applications qui s'appuient sur les LLM. Donc tout ce qui est chatbot par exemple, présente des nouvelles failles de vulnérabilité. Et on a plein d'outils open source pour tester tous ces aspects des modèles. Merci. On aura l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail au cours de la table ronde. Et enfin, nous avons Florent. Florent, toi, tu as la particularité d'avoir beaucoup œuvré sur un très beau projet qui s'appelle le Pass Culture, que vous connaissez tous et que tu as passé à l'échelle. Et ensuite, tu as quitté le Pass Culture pour créer ton entreprise, qui est toujours dans le domaine un peu culturel et créatif, qui s'appelle Pimento, et qui est un assistant d'IA pour les créatifs. Qu'est-ce que c'est ? Allô, ouais. Très bel accent sur Pimento et bonjour à tous et merci pour l'invitation. En effet, on s'adresse nous aux agences, aux équipes marketing, aux équipes brand et aux studios créatifs pour leur permettre d'entraîner des modèles d'IA générative sur leur univers graphique, sur leurs références, sur leur brand quelque part et leur donner un accès simple et qui correspond au processus créatif pour itérer sur des idées, pour itérer sur des images, pour itérer sur des projets. Le but étant de leur permettre d'aller plus vite, plus loin, d'explorer plusieurs pistes créatives dans un laps de temps plus court. Bon, et pour la petite histoire, je crois que Pimento est né dans un restaurant pimenté qui s'appelle 3 fois plus de piment. Plus de piment que je vous recommande chaudement dans le 1er arrondissement. Et voilà, et Florent et moi sommes voisins. Alors, il y a une raison pour laquelle j'ai réuni ces 3 entreprises-là, et vous allez comprendre au cours de la table ronde. Mais avant que vous compreniez ça, j'aimerais poser une question à Maya. Puis toi, tu as une vision un peu panoramique sur l'ensemble de l'écosystème tech et des startups françaises, et donc en particulier des startups d'IA. Je crois que tu as beaucoup réfléchi avec France Digital sur le rôle et la place que la France pourrait jouer ou ne pas jouer dans l'IA générative. On sait qu'il y a un certain nombre de combats tech depuis 20 ans où on n'était pas les premiers, donc on n'a pas forcément gagné ces combats-là. Il y avait le combat des moteurs de recherche, où on a créé des moteurs de recherche, mais bon, qui sont pas très forcément les plus connus aujourd'hui. Il y a eu l'époque du cloud, où on a des opérateurs de cloud qui luttent face à des mastodontes, et on a la chance aujourd'hui nous d'avoir de travailler avec tout le monde, hein. Donc on a aujourd'hui à la fois des opérateurs français de cloud dans la salle et aussi nos partenaires qui sont les branches françaises des grands clouders américains. Là, c'est la bataille de l'IA générative. Alors, c'est quoi cette bataille? Et est-ce qu'on peut gagner quelque chose? Et qu'est-ce qu'on peut gagner? Bonne question. L'IA, c'est pas un sujet qui est apparu hier, et nous, ça fait longtemps chez France Digital qu'on suit l'écosystème français de l'intelligence artificielle, qui est un écosystème foisonnant. Chaque année, on publie une cartographie des différentes entreprises de l'IA en France, et ça ne cesse d'augmenter. Et je pense qu'on peut se prévaloir d'avoir des super ingénieurs et d'être vraiment à la pointe. Le sujet de l'IA générative a posé de nouvelles questions, et notamment la Commission européenne a proposé une consultation sur la concurrence autour de l'IA générative et comment ça se passe. D'ailleurs, je pense que Giscard avait contribué avec nous à cette consultation, et ça nous a amené à nous poser la question, au final, c'est quoi les acteurs de l'IA générative? Et c'est important de montrer que c'est pas simplement les applications qu'on voit, c'est pas juste ChatGPT et OpenAI. En fait, l'IA générative, c'est tout un écosystème sur différentes couches, qu'on pourrait résumer en 4 couches principales, à savoir effectivement
toute la base, donc les puces et toute la partie hardware où effectivement il y a des enjeux de ressources, des enjeux de production de puces. Et là, on voit qu'on est quand même sur un marché qui est assez trusté, notamment par la Chine et des Américains. Même si nous, on a quelques champions français dont on peut se prévaloir, je pense à des Cyper ou des Flex AI. Enfin, voilà, on a des entreprises sur cette couche-là, mais on est quand même des tout petits joueurs. On n'est même pas en Ligue 2, je dirais. On a toute la couche de l'infrastructure, et c'est dont tu parlais, et qui est là aussi encore vraiment dominée par tous les hyperscalers qu'on connaît, Amazon, Google, Microsoft, on les connaît tous. Qui sont là, et avec qui on travaille de facto. La Fresh Track travaille déjà, et donc bref, je vais y revenir après. Donc il y a cette couche qui est présente, et là aussi on a des acteurs français qui existent, qui sont soit des gros opérateurs comme Sens, qui sont issus de Google et Thales, ou des plus petits acteurs type OVH, voilà, qui sont dans le marché. Donc là encore, on a des champions français. On a la couche des LLM, enfin tous les modèles de fondation. Et là aussi, sur la table, on a des acteurs qui sont avec nous, des acteurs français. Puis toute cette couche d'applications, où là, on a beaucoup plus de monde. Et la question à se poser, c'est voilà, on voit qu'on est présent à tous les niveaux. Est-ce qu'on est capable de gagner la bataille à tous les niveaux? Faut pas se leurrer sur notamment les couches les plus basses. On est quand même, c'est pas paru hier, et on est clairement à la traîne. La question qui se pose, notamment sur la partie modèle de fondation et application, c'est que voilà, OpenAI c'est né en 2019. Du coup, au final, c'est pas si lointain. Est-ce qu'on a les moyens avec un Lighton, avec des Mistral, avec des Pools, d'arriver sur le marché et devenir les véritables champions de demain? Je pense que on peut. Néanmoins, il faut bien être conscient, ça nécessite énormément d'investissement. Il faut bien rappeler que nous, quand on lève des centaines de millions ici, de l'autre côté de l'Atlantique, on parle plutôt en milliards. Donc nécessairement, ça, c'est une forme de prise d'avance. Mais je pense qu'on a vraiment des moyens de se démarquer par la manière dont on conçoit justement ces modèles-là sur le volet. Je pense, s'ils sont moins énergivores et d'une certaine manière plus responsables, c'est peut-être une vraie direction où aller et où se démarquer et quelque part être champion sur un segment bien particulier. Et sur les applications aussi, voilà, autour de la table, on a des beaux exemples. On a des entreprises qui peuvent clairement être leaders au niveau mondial, mais voilà, il y a une nécessité d'investissement, et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un enjeu à bien avoir cette big picture et à pas être trop naïf, parce qu'en fait, là où nous, on va réussir à être assez bon sur chacune des couches et avoir des spécificités, on est face à des géants qui, eux, sont intégrés verticalement et qui, en fait, sans prendre forcément de position monopolistique, vont quand même créer des formes on va coopérer avec eux, forcément. Enfin, aujourd'hui, c'est impossible quand on veut scaler, effectivement, de pas mettre des données sur un AWS ou autre concurrent qui est dans la salle, et je ne veux vexer personne. Voilà, peu importe qui, mais voilà, on va forcément coopérer, mais dans cette coopération, faut pas perdre de ligne qu'on est aussi de vue qu'on est aussi dans une compétition, et que si on laisse pas émerger une véritable concurrence, en fait, on enferme l'IA aux mains de quelques acteurs dont on est complètement dépendant. Et donc voilà, nous, ce qu'on a déduit de désolé, je suis un peu longue pour l'introduction, je vous laisserai la parole, c'est que je pense qu'on a des bons acteurs. En tout cas, moi, je suis assez sereine sur la partie applicatif et modèle de fondation. Il va falloir vraiment aller vite, vraiment investir, et ne pas être trop naïf sur les partenariats qu'on crée sur les couches inférieures. Merci. Et donc, effectivement, le panel représente un peu la description que tu as évoquée. En effet, les couches les plus profondes, hardware et infra, c'est peut-être un peu plus hors d'atteinte. Et par contre, sur les modèles de fondation et sur le côté applicatif, du coup, on a des beaux exemples, d'où des représentants, et même moi, j'aime bien diviser le côté applicatif en deux niveaux, puisque on a d'un côté Laurent, toi qui es sur vraiment la partie modèle de fondation, et un peu sur l'applicatif aussi avec Paradigme d'ailleurs. Tu as Giscard, pour moi c'est un peu du LLMOps, où on va s'intégrer entre l'application verticale et puis le modèle de fondation. Et puis toi, Florent, tu es vraiment là pour le coup sur l'application finale pour l'utilisateur, l'entreprise cliente. Donc ça c'est intéressant. Et donc Laurent, tu es dans une compétition mondiale avec Lighton contre des acteurs assez puissants. Comment tu penses gagner, et qu'est-ce que tu penses gagner, et c'est quoi tes différenciants et tes défis et tes enjeux? Alors, effectivement, moi j'aime pas le terme
compétition, parce qu'on n'est pas en train de, Lighton n'est pas en train de se battre contre AWS ou Google. Je dirais qu'on est non, mais contre OpenAI, par contre, t'es un petit peu plus sur le même sujet. Après, on est sur un marché qui est en train de se créer, qui est absolument gigantesque, et je pense que toutes les entreprises devront adopter une stratégie vis-à-vis du GenAI à un moment ou à un autre. Donc, je dirais la vitesse de croissance du marché est largement supérieure à la capacité de croissance de plusieurs acteurs. Et je pense que c'est très sain qu'il y ait une cohabitation entre des acteurs qui sont les gérants, les OpenAI ou les Anthropic, etc., qui sont effectivement très très bien financés. Mais on arrive à faire des choses très bien aussi grâce au marché. C'est le marché qui a tenu Lighton. Enfin, Lighton est une entreprise qui est bénéficiaire à l'heure actuelle, qui arrive. Donc, on peut faire de l'argent aussi sur GenAI. Et je dirais que dans la mesure où les grosses entreprises, par exemple, ont tendance à être multi-cloud, je pense qu'elles vont devenir multi-LLM aussi. Elles vont faire une partie de leur stratégie sur du OpenAI et c'est très bien. Mais quand elles voudront travailler sur des données beaucoup plus sécurisées, elles travailleront avec des solutions qui sont plus private by design, telles que Mistral ou Lighton, par exemple. Et donc, tes différenciants que tu mets en avant, c'est la sécurité, et c'est la sécurité et la personnalisation. Personnalisation par rapport aux données de l'entreprise. On offre toutes les variantes de fine-tuning que vous pouvez imaginer, et Dieu sait qu'il y en a en fait. Et donc voilà, on a des solutions qui permettent de s'adapter aux données, aux cas d'usage et finalement au savoir-faire des entreprises. Merci. Toi, Alexandre, j'ai l'impression que t'es dans un marché qui est encore plus naissant, où tu as peut-être encore moins de concurrence, parce que tu es sur le marché de l'industrialisation de l'IA générative, et là, pour le coup, on commence à industrialiser des choses, mais c'est vraiment le début. Quelle est ta vision sur la concurrence, et est-ce que la France peut tirer son épingle du jeu? Oui, alors complètement. Nous, c'est une de nos principales difficultés d'ailleurs. C'est à quel point le marché est jeune et dynamique. On a commencé il y a 2 ans, on était une librairie, donc open source, de tests de modèles de machine learning dits tabulaires, donc vraiment classiques. Il y a 8 mois, on commence à bosser sur les LLM, et là on se rend compte qu'il y a tout un tas de risques liés aux LLM qui sont complètement nouveaux. Il y a des acteurs et des technologies qui sont pas matures. Typiquement, vous voulez parler à différents LLM, ils n'ont pas les mêmes API, enfin il y a des coûts techniques énormes. Il y a des nouveaux risques aussi, on voit la cybersécu apparaître, et il y a des changements de manière de tester les modèles de machine learning. Avant, on faisait des tests classiques, on savait si le modèle marchait ou marchait pas. Maintenant, on n'a pas de vérité. Quand un LLM vous donne une sortie, on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, et on est obligé d'adapter les techniques de test. Le truc, c'est que tout ça s'est fait dans la dernière année. Donc, on a un écosystème où même les usages sont pas très matures. Et donc, nous, ce qu'on voit en ce moment, typiquement, c'est qu'on commence à avoir des usages standardisés qui commencent à apparaître, comme par exemple sur les chatbots avec les RAG. Et donc, à partir de maintenant, on peut commencer à avoir de la vision sur quels vont être les risques classiques. Donc, je parlais donc de 3 niveaux de risque. Donc, il y a vraiment la qualité, les risques éthiques et la cybersécurité. Et on commence à peine à avoir des produits qui permettent d'adresser tous ces risques à la fois. Donc en plus de ça, on multiplie le nombre de partenaires techniques avec qui on doit s'interfacer, que ce soit, on en a parlé, les GAFAM, mais aussi Mistral, Lighton, Weight and Biases, MLflow, enfin il y a tout un écosystème open source. Et bien sûr, vous n'avez pas 2 clients qui ont la même stack. Donc nous, on est obligé de s'adapter et d'être vachement agile là-dessus. Donc en plus de ça, après il y a un contexte régulatoire qui vient se rajouter par-dessus, qui va encore faire changer les choses dans les premières années. Donc on est vraiment en adaptation permanente en ce moment. Voilà, et on commence à avoir une petite reconnaissance même mondiale de Giscard, hein, puisque j'en veux pour preuve qui est que sur une plateforme d'IA très reconnue, très utilisée de formation, qui est celle de Andrew Ng, qui est un des grands pontes de l'IA en général et de l'IA générative, il y a un cours qui est apparu et qui est fait par Giscard justement. Oui, tout à fait. Je parlais du risque cybersécurité qui est un des plus récents à être apparu dans l'écosystème. Et justement, sur les LLM, il y a tout un tas de nouvelles techniques de pentest qui sont apparues. Et donc, ce qu'on appelle, la discipline associée s'appelle le red teaming de LLM. Et donc,
typiquement, ce champ est tellement nouveau qu'il y a 6 mois, donc vous avez OWASP, qui est l'organisme de référence qui liste les failles de sécurité, qui a sorti son fameux top 10. Donc OWASP sort des listes des 10 failles de sécurité les plus fréquentes, donc sur tout un tas d'applicatifs. Et donc ils ont sorti celui sur les LLM, donc qu'on a coécrit avec eux. Et donc juste après ça, on a été amené à travailler donc avec Andrew Ng sur son cours de red teaming, donc qui va bientôt sortir là. Mais on est encore une fois sur des technologies qui sont super récentes. Voilà, bon, pour utiliser Giscard, c'est pip install Giscard et puis la bibliothèque Python open source. Voilà. Et pour la petite histoire, je crois que Giscard vient de Isaac Asimov, c'est ça? Ouais, exactement. Ça vient des robots, pas de notre ancien président. Ça vient des robots. Oui, c'est avec un K. Giscard avec un K. K et... ça vient des robots, et il faut savoir que dans les robots d'Asimov, il y a un robot qui est en charge de faire en sorte que les robots n'annihilent pas l'humanité. Et ce robot-là s'appelle Giscard, en fait. C'est le robot qui contrôle les autres robots. Voilà. Et Lighton, ça vient du quantique, je crois. Ouais, en fait, effectivement, les premières années, on a commencé Lighton sur une thèse très différente où on faisait des coprocesseurs photoniques pour accélérer certains calculs de l'IA. Donc c'était une techno hardware, d'où le nom de Lighton, mais qu'on trouve qui est toujours approprié même pour du software qui nous éclaire, qui donne du sens à nos données. Bon, et alors Pimento est dans une concurrence, dans une compétition mondiale aussi, puisque sur le marché de l'aide à la création, il y a toutes les entreprises marketing du monde. Il y a Adobe qui est dans la salle. Il y a Canvas, enfin il y a plein d'acteurs. Il y a Microsoft Designer. Voilà. Alors, où est le chemin pour Pimento et quelle est ta vision sur cette concurrence et sur tes défis et ce que tu vas chercher? Le sujet se pose aussi pour beaucoup de boîtes, IA ou pas IA, de savoir comment est-ce que par rapport à des très gros, on fait sur un certain cas d'usage, sur certains types d'utilisateurs, mieux que ce que pourraient faire les autres, ou plus rapidement que ce que pourraient faire les autres. Donc nous, le sujet, c'est vraiment de travailler avec les agences, avec les marques, sur leurs besoins très spécifiques auxquels des gros ne répondent pas aujourd'hui ou ne pourraient pas répondre tout de suite, en ayant l'agilité, en ayant le peu de dette côté produit, côté technique, sur lequel on peut construire. Et on trouve aujourd'hui, et on a des utilisateurs payants qui utilisent quotidiennement la solution, qui n'est pas proposée par les grands que tu viens de citer et qui sont présents dans cette salle. Je pense qu'il y a un sujet, peut-être pour compléter ce que Maya disait, ce qu'évoquait aussi Laurent sur la différence par rapport à ces acteurs et où est-ce qu'on se positionne en France, c'est aussi le sujet marché. Enfin, aux US, ils ont beaucoup de financement, mais ils ont aussi un marché extrêmement dynamique qui va prendre des risques, qui n'attend pas beaucoup avant de signer des contrats, qui permet aussi aux entreprises d'avoir énormément de retours utilisateurs et de se déployer, d'avoir beaucoup d'éléments qui permettent d'améliorer le produit. Là où en Europe, c'est beaucoup plus éclaté, c'est des marchés beaucoup plus nationaux, où on est quand même peut-être un peu plus réticent à rapidement signer des contrats, à tester des produits. On est très réticent sur ces sujets. Et donc je sais que dans la salle, il y a beaucoup d'entreprises. Et donc je vous incite vraiment à tester toutes les solutions qui sont présentes là ou qui sont présentes ailleurs, parce que c'est votre manière aussi d'accompagner le développement de l'IA française, le développement de l'IA en France et en Europe en général, c'est de tester, c'est de faire des retours, c'est de nous permettre à nous justement de savoir comment, enfin si je prends le cas de Pimento, comment est-ce que je vais être meilleur qu'Adobe sur un cas d'usage spécifique, sans attendre forcément d'avoir le panorama complet de toutes les solutions avec toutes les comparaisons possibles entre tous les acteurs mondiaux. C'est, je pense, quelque chose d'extrêmement important pour défendre la tech française. Et alors, moi, je vais revenir sur ce que tu dis parce que je suis complètement d'accord, donc je vais insister là-dessus. Je pense que les acteurs français, ils ont aussi leur chance parce que on est dans un marché où ce qui compte, c'est alors certes, il y a des besoins de calcul, etc., et donc une question de financement, d'investissement, etc., pour la couche de fondation. Et d'ailleurs, peut-être que Laurent, on y reviendra, parce que c'est peut-être toi c'est intéressant de voir comment tu fais par rapport à cette problématique de puissance de calcul, mais je crois que tu as trouvé des partenariats pour avancer là-dessus avec des grands laboratoires. Mais au-delà de cette question de financement, la clé, c'est pour moi celle d'avoir des très bons talents. Et il se trouve qu'en France, en fait, on a presque les meilleurs talents du monde, puisqu'ils beaucoup sont aspirés, courtisés par DeepMind, Google, Meta,
AWS, etc. Certains sont revenus pour créer leur entreprise, mais donc on a la chance d'avoir un tissu de très grandes écoles. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes issus de ces très grandes écoles d'ingénieurs ou de chercheurs, tous les trois. Donc on a cette chance-là. Et donc si on a ces talents, la question d'après, c'est bon, il faut évidemment plus de financement, mais la question d'après, c'est la vitesse d'exécution. Donc c'est pas tellement la taille qui compte, c'est est-ce qu'on est rapide. Et nous, on s'en rend compte aussi chez WinePub parce qu'on a créé notre propre équipe startup que je dirige pour créer notre propre assistant d'IA générative qui équipe tous nos collaborateurs et qu'on déploie chez un certain nombre de clients. On est une poignée à faire ça. Et en fait, la clé, c'est pas d'être nombreux, c'est d'être rapide. En fait, on arrive à être très rapide et à avoir un très bon niveau de fonctionnalité et donc d'intéresser beaucoup de clients par rapport à ça. Donc, je pense que si on a les talents et la vitesse, on a vraiment notre carte à jouer. Et le maillon très important, c'est que en Europe, alors je pense que le marché du B2C est peut-être un peu plus complexe à atteindre parce que on a un marché qui reste un peu fragmenté, des acteurs mondiaux avec les réseaux sociaux qui ont déjà capté entre guillemets ce marché, qui a une base pour l'adresser. Le marché B2B, on a la chance d'avoir des très très grandes entreprises en Europe du coup il y a quelque chose à jouer autour de ça et vous êtes tous justement sur ce marché du B2B. Mais pour que ça fonctionne, ça veut dire que nos entreprises françaises et européennes doivent se transformer avec l'IA générative. Et si elles le font pas, elles vont être un peu dépassées par des concurrents qui le feront. Et dans cette transformation avec l'IA générative, il faut qu'on ait collectivement le réflexe de tester les solutions françaises et européennes pour justement donner la chance à l'écosystème. Et donc cette courroie de transmission entre les grandes entreprises qui sont en fait les clients du marché B2B sur l'IA générative, elle est très très importante et c'est pour ça que nous, chez WinePub, on essaye aussi d'accompagner nos clients sur cette dimension-là. Je vois Maya qui acquiesce. Moi, je parlais de financement, mais faut pas oublier que le meilleur argent, ça reste celui du client. Donc, le premier financement qu'on peut avoir, c'est une commande client avant même d'avoir des investisseurs. Donc, clairement, je pense qu'il y a un vrai rôle. Et quand je dis qu'il faut pas être naïf, c'est là-dessus. C'est que quand je disais que parfois, en fait, on choisit la qualité. Et parfois, on peut pas prendre une solution européenne. Et c'est fine, on l'accepte. Mais il faut aussi se dire qu'il faut laisser la place, justement, au multi-cloud, à l'interopérabilité avec d'autres acteurs pour pouvoir faire émerger une concurrence. Et d'où d'ailleurs le American Buy Act où les États-Unis font appel en priorité à des acteurs américains et avoir des choses un peu similaires en Europe serait intéressant. Ouais, moi je trouve que par rapport à ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a la question de rapidité, mais je trouve que le marché a quand même évolué extrêmement rapidement en quelques mois depuis. Rendez-vous compte, depuis ChatGPT a même pas 1 an et demi quand il y avait des entreprises qui venaient nous voir il y a 1 an, c'était à quoi ça sert ce truc, et maintenant quand ils viennent nous voir, c'est j'ai essayé 17 cas d'usage sur ChatGPT et il y en a tant sur lequel je vois que je vais avoir un retour sur investissement. Donc ça c'est extrêmement important, penser à chaque fois mesurer les résultats et ROI. Et il y en a tant que je veux essayer avec les solutions Lighton parce qu'elles sont effectivement sécurisées. J'envoie pas mes données sur le cloud d'OpenAI ou sur un cloud Azure soumis au Cloud Act. Donc voilà, ils veulent travailler avec nous pour les raisons qu'on a mis en avant. Mais je dirais que le marché a quand même évolué très très vite. Hein. Même sur les grandes boîtes, c'est quand même assez impressionnant. Une techno qui était dans les labos en 2017, hein, c'est quand même fou quoi. Le premier papier. Je crois pas qu'il y ait eu dans l'histoire des technologies, je crois pas qu'il y ait eu quoi que ce soit où il y a eu un impact aussi rapide entre du laboratoire à la vraie vie, quoi. Donc ça, je pense que c'est assez remarquable et c'est bon, les choses vont vite. Ça a même surpris OpenAI, parce qu'ils expliquent que ChatGPT c'était plus une espèce de vitrine pour montrer ce que ça pouvait faire à GPT-3. Et puis ils ont pas, ça a eu un taux de prise extrêmement rapide qui les a surpris eux-mêmes. Ouais, c'est ça. ChatGPT, en fait, finalement, c'est une couche conversationnelle au-dessus de GPT-3, et pour eux, ils voyaient ça juste comme une couche. Mais en fait,
c'était leur moment iPhone, quoi. C'était le moment où ce truc-là est devenu à la portée de tout le monde. Et je pense que c'est ce moment singulier de l'histoire aussi, où l'IA n'est plus une affaire d'ingénieur, n'est plus une affaire de chercheur, et l'IA devient l'affaire de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment super intéressant pour nous à Lighton. On peut, dans les grands groupes, on travaille pas uniquement avec les groupes de data science. Maintenant, on peut vraiment travailler avec les équipes métiers. Et ça, c'est absolument passionnant. On travaille avec les gens ressources humaines, avec les gens de légal, avec les gens de R&D, enfin avec tous les gens qui sont les final users et avec qui on peut les adresser directement, parce que voilà, un grand modèle de langage, ça se programme en français, en anglais ou dans votre langue de tous les jours. Bon, l'autre grand talent de la France et de l'Europe, c'est la régulation. L'IA Act, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas qui veut répondre. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un atout? Je peux m'y coller. Enfin, je fais de la régulation toute la journée. Non, mais l'IA Act, c'est un texte qui est dans les bacs depuis un long moment et sur lequel, côté France Digital, on a beaucoup travaillé avec nos membres sur réfléchir, enfin essayer d'éviter les effets de bord que ça pouvait provoquer pour le développement de nos entreprises, parce que c'est le problème d'une règle comme ça. À la fois, moi, je suis vraiment fière d'être européenne, parce que sur la philosophie, le principe de dire qu'il faut empêcher des cas d'usage de l'IA qui sont très risqués, voire inacceptables, je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, dans la manière de créer ces règles, c'est vrai qu'on peut se mettre un peu des bâtons dans les roues. Et là, IA Act, déjà, on est très content parce qu'on a évité plein de mauvaises choses, et une des choses qu'on aime bien dans cette IA Act, c'est notamment la mise en place de bacs à sable réglementaires et donc de périodes en fait de tests en conditions réelles mais cadrées, dans lesquelles on peut continuer à innover sans forcément passer par la case conformité et transparence, etc. Bon, c'est relativement court, c'est 1 an maximum, mais bon, c'est déjà ça. On peut déjà commencer à innover avant de commencer à remplir l'administratif, quoi, grosso modo. Mais bon, tout ça pour dire que il y a un petit sentiment un peu de voix amère, parce que on va être les premiers à appliquer cette règle là où on a des concurrents qui vont pas forcément le faire tout de suite, ou alors qui ont vraiment les moyens de l'appliquer, parce qu'il y a un coût à la mise à conformité. Donc à la fois ça peut être une opportunité business pour certains. J'ai vu mon regard. Donc voilà. Nous, on a sorti une étude, je vous invite à aller regarder sur le site de France Digital, sur justement les règles à suivre sur la mise en conformité. À partir du moment où on s'y prépare et on le prend en compte dans notre cycle de production et dans nos prévisions, et qu'on comprend et qu'on a les paramètres en tête, c'est ok. Juste encore une fois, faut pas être complètement naïf et voilà, pas être les premiers à en pâtir, mais sur la philosophie, je trouve que c'est super. Et comme je le disais précédemment, je pense que le fait de produire de l'IA de manière responsable, avec une véritable éthique, peut véritablement être un avantage concurrentiel sur le marché. Et alors, c'est une opporte pour Giscard, j'imagine? Ouais. Ce cadre régulatif, effectivement, comme tu disais, pose un certain nombre de bases. Pour nous, il y a deux paragraphes qui sont fondamentaux. C'est le 17 et le 52. Le 17 va vous dire dans l'AI Act que, grosso modo, selon le niveau de risque de votre application, vous allez avoir besoin d'avoir donc mis en place des couches de tests donc qui dépendent du niveau de risque de l'application, et d'avoir notamment des QMS, donc des Quality Management Systems, qui montrent que vous avez testé vos applications dans la meilleure foi possible, via donc des tests et des datasets de tests. Et donc ça, d'une part, c'est intéressant. Et après, donc, l'acte 52 précise exactement ce qu'on doit mettre en place. Et nous, ce qu'on voit, c'est quand on travaille avec nos clients, c'est que la principale difficulté est en fait de changer un peu le workflow des process de data science, où généralement nos clients avaient tendance à tester les modèles un petit peu en bout de chaîne, c'est-à-dire on entraîne les modèles, on les teste un peu dans notre coin, mais on fait une grosse validation avec les équipes métiers, donc une fois que le modèle est entraîné, et après on le met en prod, et en prod on fait relativement peu de monitoring, pour être gentil. Là maintenant, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment un espèce de workflow, de framework, où on teste dès l'entraînement du modèle, c'est-à-dire dès le stade où l'équipe qui travaille sur le modèle, c'est un chercheur isolé sur un notebook Jupyter, et on va donc du coup de sous-contributeurs individuels jusqu'à la monitoring des modèles, donc en production. L'idée est de pouvoir les monitorer de manière continue, et avec donc tout un tas de couches intermédiaires où on va pouvoir par exemple venir mobiliser les experts métiers pour tester les modèles, générer de la documentation, s'intégrer dans les couches de compliance, parce que ça c'est un enjeu aussi qu'on a quand on arrive chez les clients enterprise. Maintenant on disait qu'ils sont plus matures, donc ils acceptent de travailler avec des technologies qui sont novatrices, qui sont en cours de développement,
Mais après, on arrive quand même sur des process qui sont très, très, très actés, et notamment, côté gouvernance, souvent, on y a pas mal de rigueur, des process assez lourds. Et quand on voit l'énergie que ça prend aux data scientists, par exemple, d'écrire de la documentation, de faire des tests qui sont en ligne avec la compliance, nous, notre enjeu, c'est de faciliter au maximum ce process en centralisant en fait tous les outils nécessaires à livrer ces modèles dans les bonnes conditions, en respect de l'AI Act. Dans les questions de régulation, essayent de répondre à des enjeux qui préoccupent les populations ou d'autres secteurs économiques. Dans ces grandes préoccupations, il y a celle, par exemple, de la valeur des contenus, de la propriété intellectuelle. On a des ayants droit dans la salle. Et du coup, la question que j'ai envie de poser, notamment à Laurent et Florence, c'est est-ce que les contenus ont une valeur et quelle valeur pour vos modèles? Bien sûr qu'ils en ont. Enfin, et au-delà du contenu, c'est finalement, enfin, tu parlais d'IP, une IP a énormément de valeur aujourd'hui. Et le contenu, et enfin, je pense que Laurent, enfin, que ce soit chez Pimento ou chez Lighton, notre sujet, c'est la personnalisation des modèles, et c'est le fait de faire en sorte que votre modèle corresponde exactement à votre IP, à votre cas d'usage, à ce que vous avez construit, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, du son, que ça représente ce qui vous représente, et que ce soit vraiment un outil du quotidien et pas un petit jeu sur lequel on peut effectivement produire des cochons qui marchent sur la Lune. Et en ce sens, le contenu initial a énormément de valeur. Dès lors que vous en gardez, vous en avez la propriété, et que mais c'est pas tant le contenu en tant que tel, enfin c'est pas le fichier JPEG, c'est ce que vous avez construit autour de votre contenu et la protection que vous en avez faite. Oui, je peux que aller dans ce sens-là. Effectivement, nous ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est la personnalisation par rapport aux données du client. C'est-à-dire, on va pas aller s'entraîner sur aller faire un modèle générique en prenant toutes les données de tous nos utilisateurs et en les réentraînant pour faire un super modèle. On fait autant de modèles qu'on a de clients, et ce qui fait que la question de la question de la propriété intellectuelle des données d'entraînement reste à chaque fois en vase clos, je dirais. C'est chaque client qui nous autorise à réutiliser ces données pour réentraîner leur propre modèle. Donc un accord de type Le Monde OpenAI, c'est pas quelque chose qui serait pertinent pour Lighton? Pour l'instant non, mais c'est des choses auxquelles on réfléchit quand même. Très bien. Alors, il y a une autre question qui préoccupe toute la planète. Parce qu'à Davos cette année, je crois que Giscard était dans les bagages de l'avion présidentiel. Je crois que c'est Alex Combesi qui était peut-être à Davos. Le risque numéro 1 2024, d'après le rapport annuel des risques qui est publié à Davos, c'est quoi le risque numéro 1 2024? Exactement. Le risque numéro 1 2024, c'est la désinformation potentiellement accentuée par des deepfakes générés par de l'IA générative, qui fait des progrès spectaculaires. On a vu les vidéos de Sora, au moment où il y a à peu près 2 milliards d'individus cette année qui sont amenés à voter pour renouveler leur leadership. Alors on a vu en Russie, je ne sais pas si c'était un vote très très ouvert, mais ça va être le cas en Europe avec les élections européennes, et ça va être le cas aux États-Unis notamment. Et dans cette question, il y a aussi la question de comment on fait pour empêcher ou pour se prémunir de ce type de risque. Et il y a une question connexe qui est celle de l'open source. Est-ce que si les modèles sont open source, est-ce qu'il n'y a pas des esprits malveillants qui vont s'en emparer? Parce que autant on peut réguler des acteurs qui commercialisent des modèles et qui ont pignon sur rue, et qui vont mettre des techniques de watermarking pour qu'on puisse au moins savoir si un contenu a été généré par une IA ou pas. Autant si c'est complètement ouvert, on peut enlever ce type de protection. Alors, quelle est votre vision là-dessus? Moi, je suis très content que dans le EU AI Act, on ait pu préserver le fait que la responsabilité soit limitée sur l'open source.
imaginez que moi, Lighton, nous, la plupart de nos modèles, on va les mettre en open source. Ils sont disponibles sur Hugging Face. On a notre modèle qui s'appelle Alfred, là, où vous pouvez télécharger et l'essayer. Et je pense que c'est extrêmement important pour bâtir la confiance, que ce soit en open source, justement dans ces modèles-là. Alors, certes, effectivement, une fois que c'est en open source, n'importe quel abruti peut le prendre et l'utiliser pour une campagne de désinformation. Ça, on peut pas s'en prémunir, mais il y a des lois contre la désinformation. Donc, c'est des choses. On n'a pas besoin d'un nouvel arsenal législatif qui nous prémunisse contre ça. Je pense que c'est pareil. C'est comme dans les cyberattaques et il y a l'épaisseur d'un papier à cigarette qui sépare les outils qui permettent de nous prémunir contre les cyberattaques et les outils les outils de cyberattaque et les outils de cyberdéfense. Et je pense que l'open source a un grand rôle à jouer là-dedans aussi. Alors, il nous reste quelques minutes. Avant de prendre les questions, donc je voulais vous passer le message. Donc, si vous voulez travailler avec Giscard, avec Pimento, avec Lighton, évidemment, nous on travaille déjà avec ces entreprises, donc on peut vous accompagner pour découvrir et pour vous aider à explorer et ensuite à implémenter des cas d'usage avec ces entreprises. Et puis, on est proche de l'écosystème, donc on nourrit des discussions régulières avec France Digital et notamment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous voudriez poser à nos invités? On a endormi tout le monde. Allez-y, n'hésitez pas. Question pour la French Tech. Oui, bonjour. Une petite question piège. Enfin, je sais pas après tout. On ne pouvait pas imaginer, en tout cas moi et personne, il y a 18 mois qu'on en serait ici aujourd'hui. Comment vous nous voyez dans 18 mois? Moi, je peux... Effectivement, d'abord, je suis très modeste dans mes prédictions, elles seront sûrement fausses. Je pense que dans le domaine des LLM, il va y avoir un mouvement dans deux directions. Il va y avoir des LLM qui vont continuer à être plus gros, plus puissants, avec encore plus de paramètres, mais plus de capacités de type planification, raisonnement, et agency, comme disent les Américains. Ça risque d'arriver, mais dans le même moment, il va y avoir des LLM qui vont devenir plus petits, plus personnalisés, plus économes en énergie aussi. On n'a pas forcément besoin d'un modèle à 180 milliards de paramètres pour tous les problèmes que vous avez dans l'entreprise. Donc, je dirais un peu ces deux mouvements dans ces deux directions en ce qui concerne l'évolution des LLM. Et puis, après, pour l'autre partie de notre activité qui concerne la mise en production chez les entreprises, je pense que ça va être aussi un moment de maturité et de réflexion sur quels sont les vrais cas d'usage qui ont du vrai retour sur investissement. Je suis tout à fait aligné. Je rajouterai aussi le sujet de la multimodalité ou de la DLLM. Je pense qu'il y a un vrai sujet. On a vu tout le monde a vu les vidéos de Sora. Tout le monde utilise certainement maintenant DALL-E ou a déjà fait des photos dans ChatGPT. Donc il y a un vrai sujet que peut apporter la multimodalité sur laquelle les technologies pourraient avancer dans les prochains mois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle énormément d'IA générative et il y a un côté qui est assez perturbant et qui fait assez peur et tout le monde en parle parce qu'il y a une vitesse de diffusion qui est assez folle. Et donc, je pense que la crainte, elle est née de là, en fait. C'est qu'on a un outil qui vient d'arriver et qui est partout en même temps. Et donc, ça interroge énormément. La petite lueur d'espoir que j'ai, parce que c'est vrai que ça peut provoquer des chamboulements assez hallucinants, notamment en termes de démocratie. Enfin, c'est clair que ça a un des dangers. Je pense néanmoins que j'espère, dans 18 mois, on aura un peu digéré la chose et que du coup, toutes les craintes qu'on peut avoir en disant l'IA générative va remplacer tous nos emplois, ça va vraiment tout chambouler, c'est certain que ça aura un impact. Comme toute nouvelle technologie, au même titre que le numérique a aussi beaucoup chamboulé nos modes de travail, je pense qu'il va y avoir aussi effectivement cette espèce de transition IA générative qu'il va falloir aborder, mais j'espère qu'on l'aura un peu plus digéré dans 18 mois et que du coup, il y aura moins ce côté crainte qu'on peut avoir aujourd'hui. Je suis effectivement d'accord avec plusieurs des aspects que vous avez mentionnés. D'une part, on va avoir vraiment une consolidation du secteur, je pense. On parlait justement de l'IA générative, mais aussi est-ce que les usages de l'IA générative vont baisser au profit du machine learning plus classique? Nous, je sais qu'on va devoir essayer de coordonner aussi tous les outils parce que on est open source, on essaie de s'interfacer donc avec tout l'écosystème open source. Donc on attend de voir comment vont converger les usages. On parlait aussi de la réduction de la taille des modèles. Nous, typiquement, on travaille sur
le fait de migrer donc les LLM qu'on utilise pour les tests de GPT-4 à des modèles 7 millions de paramètres, de manière à avoir des modèles du coup qui soient plus rapides en termes d'inférence et moins gourmands en énergie. Donc on a à peu près tous les éléments que vous aviez mentionnés précédemment. Ouais, ce qui est sûr, c'est que l'IA va être encore plus partout, hein, puisque il y a le nouveau marché des assistants d'IA générative qui a été créé par ChatGPT, mais que nous on couvre avec Neo aussi. Il y a des marchés verticaux, typiquement celui de Pimento sur le design, donc mais qui sont couverts aussi par des éditeurs en place qui intègrent de l'IA générative. Donc tous les acteurs intègrent de l'IA générative. En fait, toutes les entreprises, vous tous dans la salle, votre entreprise, vous avez des employés qui ont goûté au conversationnel, vous avez des clients qui ont goûté au conversationnel. Donc à un moment, comme un moment vous avez dû faire des applications pour être présent sur les Apple Store ou les Android Store, et ben maintenant tous vos sites web, toutes vos applis, il va falloir qu'ils deviennent conversationnels, que ce soit pour vos employés ou que ce soit pour vos clients. Donc ça va arriver partout. Mais ce qui veut dire aussi qu'il y a un énorme enjeu lié à l'environnement, parce que ces modèles de conversation et de génération, ça coûte pas mal de puissance de calcul, donc d'énergie, d'où l'importance des travaux sur la frugalité des modèles qui effectivement est portée par ce que vous faites et beaucoup par l'open source, et d'où l'importance aussi d'une frugalité et d'une responsabilité dans le choix des modèles. C'est-à-dire que vous avez cette responsabilité dans les modèles que vous allez mettre en place, de choisir un modèle qui est suffisamment bon pour votre cas d'usage, mais pas forcément de prendre le bazooka pour enfoncer un clou. Et c'est nous l'approche qu'on a en tout cas dans Neo, notre assistant d'IA générative, où on a beaucoup travaillé la frugalité pour que ça consomme pas trop en énergie et que le rapport qualité, prix et coût environnemental soit le meilleur possible. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Deux petites questions. La première, donc ici c'est French Tech. Évidemment, on sait que les Américains sont très présents, mais quels sont un peu les autres grands pays en Europe d'une part et dans le monde qui sont aussi en train d'avancer très fort sur les mêmes sujets que nous, que vous? Et puis la deuxième petite question, moi j'ai toujours un peu une préoccupation en termes de cybersécurité. Évidemment, j'étais à une autre conférence juste avant sur un site e-commerce, la conversation qu'on peut avoir avec un client. Traditionnellement, les attaques sur les sites web, déni de service, c'est d'avoir énormément de faux comptes, de fausses connexions à un instant T qui viennent saturer le site. Est-ce qu'on peut avoir demain des attaques d'IA générative qui vont enclencher une conversation avec le chatbot du site pour en fait le saturer, et comment est-ce qu'on sépare ça? Est-ce qu'on a une espèce de test de Turing pour identifier si on a bien un humain qui vient se connecter ou est-ce que c'est une fausse connexion qui vient tester les choses? Voilà mes deux questions. Je peux répondre pour la première partie. Donc l'étude de la chaîne de valeur de l'IA, on va la diffuser publiquement à partir du 3 avril. Donc voilà, vous aurez retrouvé toute la liste justement des différents acteurs sur le site de France Digital. Mais on a effectivement, et ça traduit quand même la fragmentation de l'Europe, c'est qu'on a quand même des acteurs French Tech, équivalent French Tech dans les autres pays d'Europe qu'on connaît au final assez mal. Et donc on travaille pas trop au rapprochement des forces. Mais sur le volet IA, en tout cas, on voit apparaître de très belles boîtes en Allemagne et aux Pays-Bas. Les écosystèmes sont aussi hyper intéressants, hyper foisonnants. Et donc nous aussi, toujours dans cette logique-là, on publie chaque année un index des champions européens de la tech, un peu un équivalent Nextforty, mais pas du tout sur des critères de levée de fonds, vraiment sur des critères de chiffre d'affaires, de diffusion dans différents pays. Et donc c'est un classement qui est européen qu'on fait avec 16 autres pays européens. Donc on l'a sur notre site pour la version 2023, ce sera reproduit en 2024. Donc si vous voulez avoir une overview globale de qui sont les bons acteurs au niveau européen, vous pouvez y aller. Je rebondis sur le risque cyber. Merci de la question parce qu'on a vu le cas nous la semaine dernière avec un de nos clients, donc une boîte du CAC qui nous a demandé d'auditer un de ses modèles et en fait typiquement une des attaques types, c'est une attaque de type denial of service, donc DOS, où le but est d'essayer de faire complètement tomber le chatbot en le saturant de requêtes.
Et la manière dont on avait fait ça, c'est tout simplement de demander au LLM de nous répondre en nous donnant des réponses extrêmement longues. On lui a dit, donne-moi une réponse en 300 points à toutes mes questions. Et là, en fait, vous voyez le chatbot qui commence à vous donner tout un tas de réponses jusqu'à ce que le quota OpenAI de l'entreprise ait été atteint. Et à ce moment-là, le chatbot tombe. Et ça tombe donc du coup pour la totalité des utilisateurs. Et donc, la solution? Limiter. Alors là, pour le coup, le fixe était très simple. On avait recommandé un fixe. Vous pouvez, typiquement sur OpenAI, limiter la taille maximale des réponses en nombre de tokens. Typiquement, on leur a recommandé de donner un output de 250 tokens maximum. Et le risque était éliminé. Très bien. Voilà, dans l'écosystème européen, il y a aussi l'Angleterre qui est pas complètement dans l'Europe, mais avec des très belles entreprises, notamment Stability AI, qui est utilisée par Pimento, parce qu'ils ont ouvert pas mal de modèles en open source, et puis Synthesia aussi sur la vidéo. Enfin, donc il y a un écosystème en Angleterre aussi qui est assez intéressant. Et puis en Asie, ça se développe pas mal, voilà, y compris en Chine, mais là, bon, c'est un univers un peu plus fermé. Et au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, oui, parce que alors on revient à la question que je ne t'ai pas posée, mais que on conclut par cette question. Donc, comment tu fais pour la capacité de calcul? Effectivement, ou des partenaires. On a noué des partenariats avec des acteurs qui ont beaucoup de capacité de calcul, notamment au Moyen-Orient. C'est pour ça que je mentionne à Abu Dhabi qui veut se projeter dans l'après-pétrole. Et Abu Dhabi veut se voir un peu comme le Singapour du Moyen-Orient, avec technologie et finance, et du coup beaucoup d'investissements là-bas, et c'est des très bons partenaires. Bon, mais merci. Je crois qu'on est arrivé au bout de l'heure impartie. Merci à tous, à nos invités et au public pour votre attention.